Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler d'un chapitre qui s'intitule la trigonométrie. Donc la trigonométrie, vous avez déjà rencontré ça au collège, notamment dans des triangles rectangles. Donc on vous a peut-être déjà dit le moyen mnémotechnique SOHCAHTOA. Donc SOHCAHTOA, donc S-O-H, donc le sinus d'un angle dans un triangle rectangle, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. K-C-A-H, donc cosinus d'un angle dans un triangle rectangle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et enfin TOA, donc T-O-A, donc tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. Alors ici, dans ce chapitre de première, on va voir qu'on va pouvoir étendre la trigonométrie ailleurs que dans des triangles rectangles. Alors, on va d'abord définir ce que c'est que le cercle trigonométrique. Donc ici, je me suis placé dans un repère orthonormé OIJ, donc ce qui veut dire que OI et OJ sont tous les deux égaux à 1. Et j'ai tracé donc un cercle de centre O, donc l'origine du repère, et de rayon OI, donc qui va passer par I et par J. Donc ce cercle finalement est un cercle de rayon 1. On va l'orienter dans un certain sens, donc le sens contraire des aiguilles d'une montre, qui en mathématiques s'appelle le sens direct, ou le sens positif, ou le sens trigonométrique, donc qui est le sens contraire de celui qu'on a l'habitude d'utiliser dans la vie courante, qui lui est le sens des aiguilles d'une montre. Donc le sens des aiguilles d'une montre, on le qualifiera de sens indirect ou de sens négatif. Ici, du coup, avec ce cercle trigonométrique, alors peut-être que c'est certainement comme ça qu'on va vous avancer la chose, eh bien, il faut imaginer ici que vous tracez donc la droite des réels, donc tangente au cercle au point I, et cette droite des réels, vous allez venir l'enrouler autant de fois que vous voulez sur votre cercle, et donc ce qui veut dire qu'un certain nombre, par exemple ici x, quand je vais venir enrouler ma droite sur le cercle trigonométrique, eh bien x va atterrir à un certain endroit sur le cercle. Donc on va lui associer un point qu'on va appeler M et ce qu'on appellera le point image de x. Et donc ça on peut le faire avec tous les nombres réels. Donc vous enroulez autant de fois que vous voulez votre droite des réels autour du cercle trigonométrique. Et le but c'est de se dire le nombre réel où c'est qu'il va atterrir sur le cercle. Alors déjà, en faisant ça, vous voyez qu'une fois que j'ai un point M, eh bien, je crée un angle donc avec l'axe des abscisses, avec l'axe OI. Donc cet angle, jusqu'à présent, nous connaissons une mesure qu'on appelle la mesure en degrés. Et on va voir une nouvelle mesure qu'on va appeler la mesure en radians. Et donc on va définir ce que c'est. Alors déjà, donc P ici, donc c'est quoi? C'est le périmètre du cercle. Donc on sait que le périmètre d'un cercle, c'est 2πr. Or, ici, le cercle trigonométrique, son rayon, c'est 1. Donc 2π fois 1, le périmètre du cercle trigonométrique, c'est 2π. Et en fait, on va faire le lien entre l'angle en degrés et la distance que vous parcourez sur le cercle, selon cet angle. Donc, on va voir que la distance que vous parcourez sur le cercle va être proportionnelle, du coup, à la mesure de l'angle en degrés. Donc, imaginons que vous faites un angle de 0 degré donc, par rapport à l'axe OI. Donc l'angle, son sommet, ce sera O, et donc vous partez de I, vous faites un angle de 0 degré. Donc finalement, eh bien, vous ne bougez pas, vous restez à I. Et donc dans ce cas-là, 0 degré, ben, si vous restez à I, vous n'avez parcouru aucune longueur sur le cercle trigonométrique. Donc on dira qu'on parcourt une distance de 0 radian. Et donc, ça sera donc, la mesure de l'angle en radians, donc, qui est associée. Donc 0 radian, c'est associé à une mesure d'angle en degrés de 0 degré. Sur le même principe, donc vu que c'est proportionnel, par exemple, quand vous allez faire un tour complet en partant de I, donc vous allez faire un angle de 360 degrés, donc vous allez parcourir l'ensemble du cercle, donc tout son périmètre, c'est-à-dire 2π. Donc un angle de 360 degrés, ça correspond à une distance parcourue sur le cercle de 2π, donc 2π radians. Et comme je vous l'ai dit, la mesure en degrés va être proportionnelle à la mesure en radians. Donc si par exemple vous voulez 180 degrés, entre 360 et 180, vous divisez par 2, donc entre 2π et ici vous divisez par 2, donc 2π divisé par 2, ça
De 180 à 90, vous divisez par 2, donc cette mesure ici, vous la divisez par 2, on obtient pi sur 2. Si vous voulez de 180 à 60, vous divisez par 3, et donc pi divisé par 3, donc pi sur 3. Par exemple, de 90 à 45, vous divisez par 2, donc la moitié de pi sur 2, ça va être pi sur 4. Si vous voulez passer de 60 à 30, vous divisez par 2, donc la moitié de pi sur 3, pi sur 6. Voilà. Donc ce qu'il faut connaître, c'est qu'un angle de 180 degrés, sa mesure en radians, elle est de pi radian, et donc après, par proportionnalité, vous pouvez trouver tous les autres angles. Donc les angles ici que je vous ai récapitulés dans le tableau, donc ce sont des angles à connaître, et ce qui va nous intéresser pour ces angles, c'est leur cosinus et le sinus. Donc là, je vous ai écrit tout un tas de valeurs, on va expliquer d'où ça vient, et quel est le lien du coup avec le cercle trigonométrique. Donc ce lien, c'est quoi? Une fois que vous avez placé un point M associé à un certain réel donc sur le cercle trigonométrique, ce point M, donc, il va avoir deux coordonnées. Et par définition, la première coordonnée, donc l'axis du point M, ce sera le cosinus de l'angle que vous avez formé, donc cosinus de x. Et la deuxième coordonnée de M, donc l'ordonnée, ce sera le sinus de l'angle formé, donc avec l'axe des abscisses, donc sinus de x. Une fois qu'on connaît ça, eh bien, on peut déjà trouver quelques valeurs de manière intuitive. Donc, par exemple, pour un angle de 0 degré, donc vous parcourez une distance sur le cercle de 0, donc 0 radian. Donc vous partez de I et finalement, vous ne bougez pas. Vous oubliez votre cercle et à ce moment-là, vous vous dites I, dans le repère, quelles sont ses coordonnées? Eh bien, I, ses coordonnées, c'est 1, 0. Et donc, de ce qu'on a dit, donc I va être le point image de 0 radian. Et la première coordonnée du point, c'est le cosinus de l'angle. Et la deuxième coordonnée du point, c'est le sinus de l'angle. Donc le cosinus de 0, donc première coordonnée, donc l'abscisse, donc 1. Et sinus, donc de 0, ça va être la deuxième coordonnée, donc l'ordonnée. Donc ça va être 0. Si par exemple je fais 360, donc 360, vous partez du point I, vous faites un tour complet, vous revenez au point I. Donc finalement 360 degrés, donc est associé à 2 pi radians. Et bien le point associé à 2 pi radians, le point image, donc c'est là encore le point I. Et donc le cosinus et le sinus pour 2 pi radians ou 360 degrés, ça va être la même chose que pour 0 degré ou 0 radian. Ensuite, si je fais 180 degrés, donc en partant du point I, vous faites 180 degrés, donc ici vous suivez le sens direct, le sens positif. Donc 180 degrés, vous allez arriver à ce point-là. Ce point-là, vous oubliez votre cercle, vous vous focalisez sur le repère. Donc quelles sont les coordonnées de ce point? Eh bien, -1, 0. Donc la première coordonnée, c'est le cosinus, la deuxième, c'est le sinus. Donc pour 180 degrés, c'est-à-dire pi radian, le cosinus, première coordonnée, donc -1, et sinus, deuxième coordonnée, donc 0. Ensuite, pour pi sur 2, donc un angle de 90 degrés en partant du point I. Donc en faisant un angle de 90 degrés, vous arrivez au point J. Le point J, ses coordonnées sont 0 et 1. Première coordonnée cosinus, deuxième coordonnée sinus. Donc le cosinus de 90 degrés ou de pi sur 2 radians, donc 0 pour le cosinus, première coordonnée, 1 pour le sinus, deuxième coordonnée. Alors, c'est là que ça se complique un petit peu. Alors, il y a certaines, notamment ici les 1,5, on va trouver assez facilement d'où ça vient. Donc, par exemple, pour 60 degrés. Donc, 60 degrés, finalement, si vous faites un angle de 60 degrés, donc c'est approximativement où se trouve mon point M. Donc, imaginez ici que vous avez un angle de 60 degrés. Et bien, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire du triangle OIM? Donc déjà, OI est égal à OM parce que ce sont deux rayons du cercle. Donc c'est un triangle isocèle. Un triangle isocèle avec un angle de 60 degrés, c'est un triangle équilatéral. Donc trois côtés de même longueur, trois angles du coup de 60 degrés. Et propriété du collège, ici ce que j'ai tracé en rouge pour le triangle, c'est finalement une hauteur, mais c'est aussi une médiatrice, une médiane et une bisectrice. Donc ce qui m'intéresse notamment, c'est le fait que ce soit une médiane. Donc je sais que la longueur OI, elle vaut 1. Donc là, la médiane, ça va venir couper le segment OI en son milieu. Donc ici, je vais être à la moitié de OI, donc la moitié de 1, donc 1 demi. Donc pour 60 degrés, le point associé M, là,
Sa première coordonnée, ça va être 1,5. Donc le cosinus de 60 degrés. Le cosinus de 60 degrés. Je suis en train de regarder si j'ai pas fait une erreur. Voilà, si, j'ai fait une erreur ici, pardon. J'ai inversé. Voilà, donc le cosinus de 60 degrés, ça va être 1,5. Et donc après, ça va être racine de 3 sur 2, donc je vais vous expliquer d'où ça vient. Et en fait, il faut savoir que si vous connaissez 60 degrés, vous connaissez 30 degrés, il suffit d'inverser le cosinus et le sinus. Donc pour 30 degrés, le sinus va être de 1,5 et le cosinus de racine de 3 sur 2. Alors pourquoi? Parce que ici, vous voyez, vous faites un angle de 60 degrés par rapport à l'horizontale. Donc finalement, entre M et J, là, vous avez un angle de 30 degrés. Donc finalement, si vous faites 30 degrés, ça revient, vous faites un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Et donc, vous allez avoir un angle de 60 degrés par rapport à la verticale. Et donc, dans ce cas-là, il va se passer quoi? Il va se passer que vous aurez un triangle équilatéral, mais cette fois-ci, voilà, vous voyez que ici, ça je vais l'enlever, là vous aurez maintenant 30 degrés. Et donc du coup, là je vais arriver en faisant la médiane au milieu de OJ. Et donc là, ça va être la deuxième coordonnée de votre point, donc 1,5 pour le sinus, donc pour 30 degrés. Alors après, pourquoi racine de 3 sur 2? En fait, ça va venir de cette expression-là que vous connaissez peut-être depuis la classe de seconde, qui vous dit que cos carré de x plus sinus carré de x égale 1. Donc quand on écrit ça, c'est le résultat de cosinus de x qui est mis au carré, plus le résultat de sinus de x qui est mis au carré, donc ça fait toujours 1. Donc ça marche pour n'importe quelle valeur de x, donc en particulier, ça marche pour 60 degrés sur 3 radians. Et donc là, on sait que pour 60 degrés, le cosinus c'est 1,5. Donc si vous remplacez là-dedans, le cosinus de 60, il vaut 1,5, mais c'est au carré. Donc 1,5 au carré, ça va vous faire 1 quart. Le 1 quart, vous allez le passer de l'autre côté avec le 1. Donc 1, c'est 4 quarts, moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Mais qu'est-ce qui sera égal à 3 quarts? Ça va être sinus carré. Donc sinus carré, ça va être 3 quarts. Mais ce n'est pas sinus carré qu'on veut, c'est sinus. Donc du coup, il y a deux possibilités. C'est soit racine de 3 quarts, soit moins racine de 3 quarts. Et donc pour savoir laquelle on prend, eh bien, il faut se dire, pour 60 degrés, donc j'étais à peu près donc, au niveau du point M, on voit bien que pour 60 degrés, le sinus sera positif. Donc entre racine de 3 quarts et moins racine de 3 quarts, je retiens la valeur positive, donc racine de 3 quarts. Ce qui me donne racine de 3 sur racine de 4, qui une fois simplifié me donne bien racine de 3 sur 2. En faisant du coup ce même calcul et du coup en inversant cosinus et sinus pour 30 degrés, on comprend pourquoi finalement entre 30 degrés et 60 degrés, eh bien, le cosinus et le sinus de 30, eh bien, vous inversez par rapport au cosinus et au sinus de 60. Enfin, pour 45 degrés, alors pourquoi c'est racine de 2 sur 2 pour le cosinus et le sinus? Alors 45 degrés, alors là ma figure elle commence à être peut-être un petit peu surchargée. Donc 45 degrés. Donc ça revient finalement à faire ici la bissectrice de l'angle IOJ. Et finalement, on se rend compte, donc on pourrait le démontrer, mais là ça se voit bien sur le dessin, même si évidemment ce n'est pas une preuve. Donc on pourrait démontrer ici que le quadrilatère que je forme, eh bien finalement c'est un carré. Donc le carré, il aura 4 côtés de même longueur. Donc en particulier, ici, je vais avoir donc, le point associé à 45 degrés. Donc ici, on a 45 degrés, on va associer un point M. Et donc, vu que c'est un carré, la longueur qu'il y a ici est égale à la longueur qu'il y a ici. Mais là, on va retrouver quoi? La première coordonnée de M, c'est-à-dire le cosinus de 45. Et ici, on va trouver la deuxième coordonnée de M, c'est-à-dire le sinus de 45. Donc déjà, on sait que cosinus et sinus de 45 degrés, ils sont égaux. S'ils sont égaux et que vous reprenez cette formule, eh bien si pour 45 degrés cosinus et sinus sont égaux, eh bien, au lieu de mettre sin, je peux par exemple mettre cos. Donc ça va me faire cos carré de 45 degrés plus cos carré de 45 degrés. Donc ça va vous faire 2 cos carré de 45 degrés égale 1. Donc si vous avez 2 cos carré de 45 degrés qui est égal à 1, eh bien vous divisez par 2, donc ça va vous donner cos carré de 45 degrés est égal à quoi? Eh bien 1,5. Mais du coup 1,5 c'est quoi? C'est 2 quarts. Donc le cosinus au carré de 45 degrés c'est 2 quarts.
Et donc j'ai deux possibilités pour le cosinus, soit racine de 2 quarts, soit moins racine de 2 quarts. Et comment je fais là encore pour savoir si je prends la valeur positive ou négative? Eh bien je vois que ici le cosinus de 45 et le sinus de 45, donc ils sont tous les deux positifs. Donc c'est pour ça que je vais faire racine de 2 quarts, c'est-à-dire racine de 2 sur racine de 4, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Or, on a dit que cosinus et sinus de 45 degrés, ils sont égaux. Donc c'est pour ça que j'ai racine de 2 sur 2 qui se répète dans cette colonne. Donc voilà. Ensuite, le but dans les exercices, c'est que des fois, on va vous donner d'autres angles, ce qu'on appelle des angles associés, et du coup des angles qu'on va obtenir par symétrie, par exemple du point M par symétrie axiale, ou par rapport à l'axe des abscisses, ou par symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées, ou par symétrie centrale par rapport à l'origine du repère. Et du coup, ces angles, eh bien, je pourrais déterminer leur cosinus et leur sinus en me ramenant au cosinus et sinus d'angles que je suis censé connaître, donc les angles qu'il y a dans ce tableau. Attention selon les exercices, si on vous demande une mesure en degrés ou en radians, et en utilisant la calculatrice, bien régler la calculatrice en degrés ou en radians selon l'exercice. Alors ensuite, je vous donne un mot, donc c'est pas sûr là que votre prof vous en parle parce que c'est pas tout à fait au programme, mais certains vous le donneront. C'est une mesure principale d'un angle. Donc peut-être qu'on va vous donner le mot, ou tout simplement des fois dans des exercices, on va vous demander de trouver une valeur qui est comprise dans l'intervalle moins pi, pi, moins pi exclu, pi inclus. Eh bien, la mesure principale d'un angle, c'est l'unique mesure qui va se trouver dans moins pi, pi. Alors vous voyez que ce point M ici, il est associé là pour l'instant à un angle de 45 degrés, mais il est associé à une infinité d'angles. À chaque fois que je fais un tour complet, je vais revenir sur le point M. Donc le point M, il va être associé à une infinité d'angles, et donc à une infinité de nombres réels, mesure en radians. Et dans ce cas-là, donc par exemple 45 degrés, ou alors pi sur 4, eh bien le point M, il sera associé à pi sur 4, mais à pi sur 4 plus un tour, sauf qu'un tour complet, on a vu que c'était 2pi. Donc le point M ici, il est associé à pi sur 4, mais aussi à pi sur 4 plus 2pi, plus 4pi, plus 6pi. Et donc une infinité de valeurs, on dira à 2pi près. Et donc celle qu'on retiendra, ça sera l'unique valeur qui se trouvera dans l'intervalle moins pi exclu, pi inclus. Alors pourquoi moins pi exclu? Puisque du coup, si vous placez le point associé à pi, eh bien c'est celui-là sur mon cercle trigonométrique. Donc ici, vous partez de i, et donc vous faites 180 degrés dans le sens direct, donc vous arrivez bien à ce point-là. Mais si vous faites 180 degrés dans le sens indirect, vous arrivez aussi à ce point-là. Donc en radians, ça me donne pi et moins pi qui se trouvent au même endroit. Mais la mesure principale, c'est l'unique mesure qui doit se trouver dans l'intervalle. Donc étant donné que moins pi et pi sont placés au même endroit sur le cercle trigonométrique, par convention, on a décidé que la mesure principale serait celle qui serait positive, c'est-à-dire pi. Alors un petit exemple pour vous montrer comment on peut trouver la mesure principale. Par exemple, 37 pi sur 2, si vous voulez savoir où c'est qu'il se trouve sur le cercle trigonométrique pour pouvoir le placer, eh bien, moi, je vais vous donner une méthode qui consiste à se dire combien il y a de tours complets dans 37 pi sur 2. Donc vous dites un tour complet, c'est combien de pi? Eh bien, un tour complet, c'est 360 degrés, donc c'est 2 pi radians. Donc 2 pi, vous allez le mettre au même dénominateur que ce que je vous propose. Donc ici, ce que je vous propose, c'est 37 pi sur 2. Donc le 2 pi, vous allez le mettre sur 2. Donc 2 pi fois 2, 4 pi sur 2. Et avec votre 4 pi sur 2, avec votre 4, donc votre nombre de pi, donc 4, vous allez essayer de vous rapprocher au plus proche de 37, quitte à le dépasser. Donc quand je dis se rapprocher, vous allez enchaîner les multiples de 4 pour vous rapprocher au plus près de 37. Donc 37, c'est 4 fois 9, donc 4 fois 9, 36. Alors on a 4 fois 10, 40, mais du coup 36, il est plus proche de 40. Donc ma méthode consiste vraiment à se rapprocher au plus près de ce que vous avez. Comme ça, vous serez sûr que vous allez vous trouver dans l'intervalle moins pi, pi. Donc je reprends, donc un tour complet de pi. Vous le mettez au même dénominateur que ce que je vous propose, donc 2 pi fois 2, donc 4 pi sur 2. Avec votre nombre de pi, donc 4, vous rapprochez au plus près de 37, donc 4 fois 9, donc ça va faire 36. Et donc ça vous permet de trouver la décomposition, donc ça va faire 36 pi sur 2. Et vous compensez pour que l'égalité soit juste, donc vous rajoutez pi sur 2. Et en faisant ça, vous êtes sûr que le premier nombre que vous écrivez, ça va correspondre à un nombre complet de tours. Donc 36pi divisé par 2, ça fait 18pi.
et je retrouve bien mon fois 9. 18π, c'est 9 fois 2π, et donc plus pi sur 2. Donc ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que 37π sur 2, c'est pi sur 2 plus 9 fois 2π. C'est-à-dire que ça revient à placer pi sur 2 et à faire 9 tours complets. Sauf que finalement, pi sur 2, si vous partez du point I, pi sur 2, il est associé à un angle de 90 degrés, donc au point J. Et ensuite, vous enchaînez 9 tours complets. Mais 9 tours complets en partant du point J, vous allez retomber sur le point J. Donc finalement, on dira que pi sur 2, c'est la mesure principale de 37π sur 2. Et à ce moment-là, on peut facilement calculer le cosinus et le sinus de 37π sur 2. Étant donné que 37π sur 2 il est au même endroit que π sur 2, eh bien ils auront le même cosinus et même sinus. Donc π sur 2, on sait qu'il est associé au point J. On sait que son cosinus c'est 0 et son sinus c'est 1. Eh bien 37π sur 2, son cosinus ce sera le même que π sur 2, donc 0. Et son sinus, ce sera le même que le sinus de 37π sur 2 sera le même que sinus de π sur 2, c'est-à-dire 1. Donc ensuite, quelques propriétés. Donc au collège, on a pu vous dire qu'un cosinus et un sinus est toujours compris entre 0 et 1. Mais ça, c'est quand vous faisiez de la trigonométrie dans un triangle rectangle. Et donc dans un triangle rectangle, vous avez déjà un angle de 90 degrés. Sachant que la somme des trois angles fait 180, les deux angles donc aigus qu'il y a dans un triangle rectangle, eh bien ils sont compris entre 0 et 90 degrés. Et du coup, finalement, dans le cercle trigonométrique, ça revient à être dans la partie donc, entre I et J. Donc, sur cette partie, dans le quart supérieur droit du cercle trigonométrique, eh bien, vous avez que le cosinus qui va se lire sur l'axe des abscisses et le sinus qui sont sur l'axe des ordonnées sont tous les deux positifs et ne peuvent pas dépasser donc 1, donc le rayon du cercle. Mais si vous, par exemple, vous mettez sur cette partie-là, eh bien, sur cette partie-là, vous avez quoi? Vous avez le cosinus qui va se lire ici, donc qui va être négatif, donc entre moins 1 et 0, et un sinus qui va être positif entre 0 et 1. Si vous mettez ici, vous avez le cosinus qui va se lire là, donc négatif entre moins 1 et 0, et un sinus qui va être aussi négatif, donc entre moins 1 et 0. Et enfin, si vous mettez là, vous allez avoir un cosinus qui va être positif compris entre 0 et 1, et un sinus qui sera négatif compris entre moins 1 et 0. Donc plus généralement, un cosinus et un sinus, ça sera toujours compris entre moins 1 et 1. Et ici, donc, la formule qu'on a utilisée notamment pour démontrer certaines valeurs dans nos tableaux, quelle que soit la valeur de x, cosinus de x au carré plus sinus de x au carré, donc on peut noter cos carré de x plus sinus carré de x, ça fera toujours 1. Ensuite, si on s'intéresse aux fonctions trigonométriques, donc la fonction cosinus et la fonction sinus, donc la fonction cosinus, ce sera la fonction f qui a x associe cosinus de x, et la fonction g, ce sera la fonction sinus, donc la fonction qui a x associe sinus de x. Leur ensemble de définition, c'est grand R. Étant donné que votre tangente ici, vous pouvez l'enrouler autant de fois que vous voulez, eh bien tous les nombres réels finalement vont atterrir à un certain endroit sur le cercle trigonométrique, et du coup le point associé, le point image, eh bien il aura deux coordonnées, cosinus de x et sinus de x. Donc tous les nombres réels possèdent finalement un cosinus et un sinus. Donc ces deux fonctions sont définies sur R. Ensuite, je vous ai représenté donc, les allures de ces courbes. Donc CF, donc la courbe de la fonction cosinus, et CG, la courbe de la fonction sinus. Donc voilà à quoi ça ressemble. On retrouve notamment quelques valeurs qu'on a dans le tableau. Donc, par exemple, pour cosinus, donc celle qui est en rouge, on sait ici donc, que ça fait 1. Donc cosinus de 0, ça fait 1, donc c'est bien ce qu'on a dans notre tableau. Le sinus de 0, donc c'est 0. Donc sinus de 0, donc sinus c'est celle qui est en vert, et donc en effet sinus de 0, ça fait 0. Bon. Et puis du coup, de proche en proche, je peux retrouver les différentes valeurs qu'il y a dans mon tableau. Ensuite, ces courbes, donc on voit finalement que c'est les mêmes, c'est juste qu'elles sont décalées d'une certaine translation. Alors au niveau de la parité, donc chose que vous avez vu en seconde, donc une fonction est paire si et seulement si sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc si vous prenez la courbe de la fonction cosinus, donc la rouge, vous voyez que la courbe elle est parfaitement symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc la fonction cosinus est paire. Et la fonction g, qui a x associe sinus x, est impaire, puisque une fonction impaire, graphiquement, sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère, et donc ce qui est bien le cas pour la courbe verte associée à sinus.
Par le calcul, dire qu'une fonction est paire veut dire que f de moins x est égal à f de x. Donc ici, cosinus de moins x va être égal à cosinus de x. Et une fonction est impaire si f de moins x est égal à moins f de x. Et donc, vu que sinus est impair, sinus de moins x, ça va faire moins sinus x. Ensuite, on repère aussi quelque chose, c'est qu'il y a des valeurs qui se répètent à certains endroits. Et ça se répète combien de fois? Enfin, ça se répète tous les combien de fois? Tous les 2π. Alors ici, c'est facile à comprendre en utilisant le cercle trigonométrique, puisque dès lors que vous placez un point sur votre cercle trigonométrique associé à un nombre x, eh bien, vous savez que quand vous faites un tour complet, c'est-à-dire quand vous rajoutez 2π, vous allez retomber sur ce point. Ce point, du coup, aura les mêmes coordonnées, et donc les cosinus et sinus resteront inchangés, donc tous les 2π. À condition évidemment de faire des tours complets. Et donc, on a quoi? On a que cos de x plus 2kπ, donc 2π c'est un tour, et k, ça va représenter le nombre de tours complets que vous faites. Donc avec k appartenant à z, vous pouvez très bien faire des tours complets dans le sens direct ou indirect. Du moment qu'ils sont complets, vous allez retomber sur le même point. Donc cosinus de x plus 2kπ, c'est égal à cosinus de x. Et sur le même principe, sinus de x plus 2kπ, ça va être égal à sinus de x.